Bon, il est presque 15 heures. Je vous propose, de commencer, si vous voulez bien. Donc bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver, aujourd'hui pour ce moment d'échange. Donc je suis Virginie Bézakian, c'est avec moi que vous échangez, sur, Facebook et nous sommes là avec, Jean-Claude Ségui, donc le directeur de la collection Un Dreux Trois Lunes et 2 autrices, Audrey Luchère et Bénédicte Gastelu. Et nous sommes avec, Emmanuelle Lucaso qui est notre directrice éditoriale et qui va vous présenter, le déroulé de cet échange. C'est à toi Emmanuelle. Merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà avant de vous parler de un peu l'organisation de cette heure d'échange, je voulais vous remercier, de votre présence, mais surtout vous remercier d'avoir créé cette page Facebook, parce que ça on a trouvé ça vraiment, une super initiative. Parce qu'en plus de pouvoir vous répondre en direct, à vos questions, ça nous a permis de bien, comprendre, quels étaient vos besoins et vos pratiques et donc, on vous remercie vraiment beaucoup. Et Jean-Claude, Ségui a donc repris l'ensemble de vos questions qui se sont échelonnées depuis l'ouverture de cette page Facebook pour vous construire une réponse un peu construite en rassemblant les questions qui se ressemblent, et va vous présenter, toutes les réponses, qu'il peut y apporter. Et par la suite, une fois que Jean-Claude aura pris la parole pour reprendre toutes ces questions, on aura un petit temps d'échange où vous pourrez poser vos questions en direct, soit les questions que vous n'avez pas encore eu le temps de poser sur la page Facebook depuis le temps qu'on a fermé le lien pour la conférence, soit parce que ce que Jean-Claude Ségui vous aura expliqué va peut-être nous faire déboucher sur d'autres, de nouvelles questions. Donc voilà, ça, on prendra un petit temps à la fin pour ça. Mais d'ores et déjà, si vous voulez, vous pouvez poster des petites questions pendant que Jean-Claude parle sur l'outil de conversation que vous avez sur Teams. Voilà. Donc, eh ben, je te laisse la parole, Jean-Claude, et puis on se retrouve à la fin pour les questions. Très bien, merci. Alors on y va. Donc tout d'abord, nous sommes très heureux de pouvoir échanger en direct avec vous à ce moment charnière du milieu de l'année de CP. Maintenant que vous avez pu vous approprier plus sereinement sans doute notre méthode et commencer à en mesurer les effets sur vos élèves. Nous savons bien que se lancer dans une nouvelle méthode qui bouscule les habitudes et les pratiques demande du courage et est au départ toujours un peu angoissant, stressant et déstabilisant. Donc les remarques et questions que vous avez formulées soulignent bien toute la complexité de l'apprentissage de la lecture. Et pour nous, auteurs, il y a de très nombreux éléments à prendre en compte, dont certains sont incontournables et indiscutables, mais d'autres impliquent des choix entre plusieurs entrées possibles, sans hiérarchie de ces choix a priori. Et nous allons voir que c'est le cas dans la plupart des questions soulevées ici, qui renvoient à des choix que nous avons dû faire ou que nous avons eu à faire. Et donc, on va vous les expliquer dans nos réponses. Donc, on va répondre à des questions qui portent sur le code et la combinatoire, sur la compréhension, sur l'écriture, sur la lecture et les albums, sur le calendrier de déroulement de la méthode, sur les problématiques d'évaluation, et vous présenter quelques perspectives et nouveautés envisagées pour un futur proche. Voilà. Donc la première question que vous avez, enfin que j'ai synthétisée, qui rassemble plusieurs qui traitaient un petit peu de la même chose, c'était pourquoi dans certaines phrases du manuel, on trouve parfois des sons à lire avant qu'ils n'aient été étudiés. C'est la diapo suivante, Emmanuel, voilà. Donc tout d'abord, il faut noter que c'est un phénomène assez rare dans nos supports, qui se limite à quelques occurrences. Bon, il y en a deux fois dans le manuel dans les deux premières périodes, 3 dans les textes autonomes, 3 dans les exercices de code. C'est ce qui nous permet de dire qu'on tend vers le 100% déchiffrable. On tend. Bon, j'ai pu voir dans les années précédentes certains supports utilisés par les enseignants de ma circonscription qui parfois étaient à peine autour de 50% de déchiffrabilité. Là, on vise le 100%, mais sans l'atteindre forcément complètement, parce que pour les besoins de donner un peu de consistance au sens des phrases qu'on propose aux élèves, nous sommes parfois obligés de recourir à quelques mots non entièrement déchiffrables. Néanmoins, ce n'est pas un problème en soi. Il faut simplement que l'enseignant anticipe et alerte les élèves sur ces quelques items particuliers, soit en lisant le mot pour eux,
soit en leur donnant les clés d'une investigation qui, en s'appuyant sur le contexte périphérique ou le sens global du mot ou de la phrase, pourra permettre aux élèves de déduire le mot proposé, soit encore de s'appuyer sur les QR codes qui donnent l'oralisation des phrases ou des textes concernés. Et dans la mesure où toutes ces phrases ou textes sont abordés ou initiés d'abord avec le guidage direct de l'enseignant, c'est le moment pour lui d'attirer l'attention des élèves sur ces cas particuliers. La deuxième question que nous avons relevée, c'était pourquoi des combinaisons du type TR, PR, PL dans les graphèmes sans aucun exercice pour s'entraîner à les lire. Alors, ces combinaisons de graphèmes se trouvent dans les syllabes complexes et les mots qui, en principe, ne s'adressent pas aux élèves du groupe Soleil, sauf cas exceptionnel dans le manuel. Donc, depuis le début de l'année, de la méthode, la difficulté est graduée. Donc, pour les Soleils, uniquement, on aborde des syllabes de type consonne-voyelle. Pour les étoiles, les niveaux étoiles, on aborde consonne-voyelle et quelques consonne-voyelle-consonne. Et c'est pour les lunes qu'on a des syllabes plus complexes qui peuvent aller jusqu'à consonne, consonne, voyelle, consonne. Dans la mesure où toutes les lettres muettes sont grisées dans les supports du manuel, toutes les lettres noires sont sonores et leur combinaison déchiffrable par tous les élèves par application mécanique de l'association graphophonémique de chacun des graphèmes. Donc, en termes d'exercice pour s'y entraîner, précisément, la première page de gauche du manuel pour chaque leçon est traitée en début de semaine avec l'enseignant et avec les outils d'aide si besoin, les cartes graphèmes notamment. Et on retrouve ces syllabes complexes dans les mots et phrases à déchiffrer, dans cette partie gauche de la première page du manuel. Si on suit le guide pédagogique proposé, la lecture de ces graphèmes, syllabes, mots et phrases qui les comportent, est entraîné chaque jour. Le premier jour de la semaine en classe complète lors de la découverte des graphèmes, et les deuxième, troisième et quatrième jours de la semaine en groupe de besoins guidés avec l'enseignant tous les matins. Voilà, donc ce sont des moments privilégiés pour justement accompagner les élèves dans le déchiffrage de ces combinaisons peut-être un peu plus complexes de graphèmes. La troisième question portait sur nos choix en termes d'outils, de mots-outils et de mots à mémoriser, avec une remarque qui disait qu'ils n'apparaissaient pas toujours dans les textes. Alors effectivement, jusqu'en milieu de la période 2, nous proposons des mots-outils d'usage très fréquent, des prépositions, déterminants, conjonctions, qui sont indispensables pour former des phrases construites et qui ne seront pas déchiffrables avant longtemps selon la progression des graphèmes que nous avons envisagés pour l'année. Mais à partir du milieu de la période 2, la plupart des mots utiles sont devenus déchiffrables. Donc, nous changeons d'objectif à ce moment-là. On ne parle plus de mots-outils, mais de mots à mémoriser, conformément à ce que nous avons développé dans le guide pédagogique, page 32. Ce qui nous intéresse dans ces mots à mémoriser, c'est leur forme graphique. Donc, en effet, à ce moment de l'année, nous visons à faire passer les élèves du stade alphabétique, c'est-à-dire la capacité à convertir les symboles écrits en leur correspondant phonologique, donc de passer au stade orthographique, c'est-à-dire le développement des représentations orthographiques complètes et organisées des mots comme séquence de lettres ordonnées d'une certaine manière et qui va permettre donc la constitution d'un lexique orthographique auquel les élèves pourront recourir en accès direct. Système donc qui est utilisé par le lecteur expert. Donc ces mots à mémoriser, à quelques rares exceptions près, pour éviter l'overdose, surtout quand il y en a plusieurs dans la leçon, sont activés et remobilisés d'abord dans les mots de la leçon, systématiquement, dans certains exercices aussi, dans les mots dictés par l'enseignant, dans le cadre des exercices de code, ou bien dictés par l'enseignant lors de l'exercice de dictée quotidienne, et parfois dans les exercices de gestes d'écriture, et bien sûr dans les révisions. Donc, pour ces mots-là, ce n'est pas le déchiffrage des mots qui est visé, mais bien la mémorisation de leur forme orthographique. Donc la quatrième question portait sur un constat que certaines de lectures de syllabes de période 2 étaient plus faciles que certaines de période 1.
Bon, là encore, le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but des syllabes en début de leçon, c'est de faire fonctionner la combinatoire des graphèmes de la semaine avec les autres graphèmes déjà connus. Donc, selon les semaines, des graphèmes découverts sont plus ou moins difficiles, mais la progression réside dans la complexité des syllabes qui sont proposées. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour les élèves du groupe de besoins soleil, ça va être des syllabes uniquement de type consonne-voyelle. Pour les autres niveaux, on complexifie les syllabes à déchiffrer. Donc, il est vrai que sur les premières séances de l'année, il faut mettre en place cette combinatoire, donc c'est un peu plus difficile. Et donc après, ça devient plus facile parce que c'est ritualisé, d'où un sentiment probablement de facilité plus importante en début de période 2 qu'en début de période 1. Mais néanmoins, la progression dans la difficulté de ces syllabes, elle est bien dans ce que j'ai présenté là, sur la complexité des syllabes qui sont proposées aux élèves. La cinquième question portait sur comment avaient été choisis les mots repères pour les graphèmes. Donc avec des remarques complémentaires, parfois le son ne s'entend pas bien, par exemple le O dans tortue qui s'entendrait mieux dans vélo, ou bien pourquoi pour aborder le son P, le mot porte qui contient également le T. Alors, tout d'abord, donc, comme évoqué dans le propos liminaire, certains éléments de la méthode imposaient de faire des choix. C'est le cas ici. Et cette question a fait partie de réflexions que nous avons eues, notamment avec notre groupe d'enseignants d'appui, d'enseignants experts, de notre équipe d'auteurs. Et nous avons préféré, le choix général a été de privilégier la présence du graphème étudié dans la syllabe d'attaque des mots. D'où le fait que pour O, on a pris tortue plutôt que vélo, parce que le O se trouvait dans la syllabe d'attaque. Alors bon, il y a sûrement d'autres mots qui répondent de la même manière, et voilà, il fallait faire des choix. Pour ce qui est du choix du mot porte pour le P, ça renvoie à ce qui est évoqué dans le guide pédagogique, page 33, où on dit que le phonème associé à chaque graphème peut être défini par ce qui le caractérise en propre ou par ses différences avec d'autres qui lui sont proches. C'est le cas ici. J'en donne l'exemple des gammes qu'on fait en musique. Si on travaille les notes de manière séparée et isolée, on va avoir du mal à donner à la mélodie toute son ampleur et toute sa cohérence. De même avec les phonèmes, si on les travaille séparément uniquement, lorsque on va pas pouvoir s'appuyer sur des différences repérées entre des graphèmes qui sont proches. Donc, ici particulièrement, on a privilégié la confrontation des graphèmes de la semaine entre eux pour mieux souligner leurs similitudes et leurs différences. Ici, le P et le T, qui sont confrontation qui est particulièrement intéressante, puisque pour le P, on a une occlusion labiale, et pour le T, une occlusion dentale, ce qui permet très nettement de faire percevoir et sentir kinesthésiquement aux élèves la différence entre ces deux prononciations, et donc pendant toute la semaine de pouvoir les entraîner. Voilà. La sixième question, pourquoi mettre le E muet en gris dans tous les supports du manuel? Cela peut compliquer la lecture. Donc, comme nous l'avons précisé et développé dans plusieurs parties du guide pédagogique, nous privilégions les liens phonographiques autant que possible. Donc, le fait de matérialiser les lettres muettes en gris permet de rendre explicitement apparentes les lettres associées à un phonème. Là encore, c'est une question de choix qui peut, dans quelques rares cas, avoir un effet secondaire, puisque la personne qui a posé cette question donnait l'exemple que ses élèves, pour fortune, avaient, pour certains, lu fortin. Alors bon, effectivement, ça peut arriver, mais néanmoins, sachant que le graphème complexe 1 n'a pas encore été étudié, le principe de chaque lettre significative associée à un phonème s'applique ici. Donc, ça ne doit pas poser normalement de problème majeur, d'autant que ce codage gris disparaît ensuite progressivement en période 4 dans les lectures autonomes pour les élèves de niveau lune et en période 5 pour les élèves de niveau étoile.
La question suivante portait sur les syllabes encore, avec des syllabes comme pêche ou lève qui ne sont pas suivies d'une autre syllabe et où il serait difficile de prononcer le « et ». Donc le principe de lecture des syllabes isolées est un exercice rituel pendant les 3 premières périodes et artificiel qui ne vise pas le sens mais la combinatoire phonologique des graphèmes. Donc il faut bien expliquer aux élèves qu'on ne cherche pas de sens dans ces lectures de syllabes et que partant de ce principe, c'est vraiment l'occasion de prononcer les sons liés aux graphèmes de manière puriste pour leur valeur phonologique uniquement et de travailler sur l'articulation de ces sons entre eux sans recherche de sens. Donc effectivement, le fait qu'il n'y ait pas que ce ne soit pas des mots complets et qu'il n'y ait pas de syllabes qui suivent ne devrait pas a priori changer la qualité du son prononcé au déchiffrage de ces syllabes si on reste dans ce principe. La question suivante, oui, c'était une remarque sur une leçon en particulier de la semaine 5 de la période 2 qui portait sur les différentes graphies du son « est », avec une question, comment faire que les élèves saisissent bien la différence entre ces différentes manières d'écrire le son « est ». Cette question me permet de souligner un aspect que nous avons développé et affirmé à plusieurs reprises dans le guide pédagogique, c'est que nous tenons à garder dans notre méthode une approche d'observation de la langue et de son fonctionnement, plutôt que d'instaurer ou de modéliser des règles de construction. Donc, dans le guide pédagogique, page 26 et page 52, par exemple, sur l'orthographe lexicale, où on évoque par le regroupement des mots en corpus selon des critères définis, la possibilité justement de catégoriser les choses observées. Donc, où il est précisé notamment que tous les exercices basés sur l'orthographe lexicale, encodage, tri, catégorisation ou champs lexicaux, contribuent à la construction et au développement du répertoire mental lexical et orthographique des élèves. Donc cette leçon répond particulièrement à ce principe, un phonème auquel correspondent 6 graphèmes possibles. Donc plutôt que d'étudier séparément chacun de ces graphèmes, nous proposons de partir de l'oral des mots et de constater que le son identique dans ces mots se décline selon diverses graphies. À partir de là, d'en constituer un corpus ordonné et de s'en servir comme un outil référent tout au long de l'année, pour une imprégnation progressive de ces diverses graphies dans le répertoire mental des élèves. Donc la personne qui a soumis cette question a d'ailleurs elle-même fait ce choix et conduit sa séance dans l'esprit de ce principe, et elle nous a expliqué donc ce qu'elle avait fait, et c'est tout à fait ce que nous préconisons, donc c'est très bien, ça témoigne de sa bonne compréhension de nos principes. Merci à elle. Donc la question suivante porte sur les vidéophonèmes. Donc pourquoi les vidéophonèmes n'ont pas été réalisés pour tous les phonèmes travaillés? Alors ces vidéos ont pour objectif de permettre aux élèves d'appréhender les phonèmes par leur production et pas seulement par leur audition. Il s'agit de leur permettre de percevoir les différentes parties qui interviennent dans la production d'un son et de percevoir certains phénomènes tels que les vibrations, le souffle, les occlusions, la nasalisation. Mais l'exhaustivité n'est pas visée. Ces vidéos doivent rester simples et des explications accessibles à des élèves de CP. Donc la complexité de certains phonèmes aurait rendu la tâche trop complexe et peu pertinente. Ce qui est le cas ici dans l'exemple proposé du son gne, qui est un phonème consonantique, donc avec un mode d'articulation occlusif, avec un point d'articulation au niveau du palais. Donc c'est une consonne nasale difficile à isoler et qui peut facilement être prononcée comme la succession de n et y, tout comme il est difficile de faire la distinction avec ni, comme dans panier. Donc nous n'avons pas, dans d'autres méthodes, la prétention de proposer un niveau orthophoniste ou orthophonistique dans ces vidéos, mais simplement une aide à faire percevoir aux élèves de façon kinesthésique ce qu'ils mobilisent pour produire ces sons. C'est vrai que pour des sons complexes comme gne, ça devient difficile d'expliquer de manière simple ce qui se joue. Donc dans la mesure où on peut le combiner avec n et ye, ne, ye, ça ne nous a pas paru pertinent de faire une vidéo sur ce son-là. Voilà.
Alors, une question, oui, assez simple et rapide. Les périodes de la méthode qui ne sont pas bien calées sur les périodes de vacances, ben oui, ça c'est la quadrature du cercle, puisque notre méthode a vocation à être mobilisée partout en France et à l'étranger, et où à l'étranger, dans la mesure où nous avons un calendrier scolaire national décliné avec des variantes par zone et des écarts des semaines de vacances. Nous avons construit la répartition des périodes sur un moyen terme, en fonction des calendriers habituellement proposés. Bien sûr, il va coller parfaitement pour certaines zones et certaines périodes, mais avec quelques décalages possibles pour d'autres. Mais bon, nous ne voyons pas comment on aurait pu procéder autrement. Donc, dans les cas de décalage, la fin de période pourra être différée d'une voire 2 semaines, mais ce décalage sera compensé sur d'autres périodes. Donc, nous nous sommes alignés sur le seul repère identique à tous, c'est-à-dire le nombre total de semaines de classe de l'année. Mais la répartition intérieure, ben oui, voilà, dans certains cas, elle va coller bien, et dans d'autres, il faudra compenser les décalages. La question suivante portait sur y aurait-il la possibilité d'avoir une évaluation normative qui se calerait dans le LSU, avec des textes référents supplémentaires pour procéder à ces évaluations. Donc, en ce qui concerne l'évaluation des élèves, nous l'avons évoqué dans le guide pédagogique, nous privilégions une évaluation régulière des élèves dans leurs tâches habituelles. Dans ce guide pédagogique, nous indiquons nos partis pris quant à l'évaluation positive, outillée de grilles d'observation pour l'enseignant, basée sur les critères de réussite attendus que l'enseignant aura fixés et qu'il pourra expliciter à ses élèves. Ainsi, l'évaluation a pour objectif de pointer les progrès des élèves. Les supports des semaines de révision que nous proposons sont tout à fait adaptés pour faire un bilan en fin de période, des acquis et des marges de progrès à réaliser. Nous avons à cet effet mis sur le site, dans la rubrique Fluence, un modèle de fiche de résultats en lecture de syllabes, de mots et de textes, en appui sur les supports de la semaine de révision. Ainsi, l'enseignant peut réguler son enseignement, enseigner la progressivité et la différenciation, envisager la progressivité et la différenciation de manière à accompagner chaque élève vers des apprentissages ambitieux. Donc, en milieu d'année, vous disposez également des évaluations nationales de mi-parcours. Et à partir de là, je pense que vous devriez pouvoir alimenter les résultats dans le LSU de manière assez complète. La question suivante portait sur la compréhension. Alors, comment rentrer les séances de compréhension dans l'emploi du temps? C'était une question directe. Et puis, une suggestion, pourquoi ne pas faire les modules de compréhension sur 4 séances au lieu de 8? Alors, nous entendons bien vos interrogations et vos difficultés de mise en œuvre. En compréhension, comme dans bien des domaines, c'est la ritualisation qui est intéressante, d'où la nécessité de mettre en place des séances quotidiennes, à notre point de vue. Il n'y a pas de hiérarchie ou de prévalence du code sur la compréhension, les deux allant de pair dès le début de l'apprentissage, et ces deux domaines se servent mutuellement et sont abordés quotidiennement l'un et l'autre. C'est pourquoi nous faisons la proposition de séances courtes, quotidiennes, qui s'articulent avec des séances de code et de lecture autonome. Donc, nous savons bien que la gestion de l'emploi du temps est un souci majeur pour les enseignants, surtout dans les petites classes, et en particulier en année 1 d'essai d'une nouvelle méthode de lecture. C'est pourquoi nous avons fourni un guide pédagogique pas à pas pour accompagner au jour le jour le déroulement de ces séances. Donc, la formule des séances courtes quotidiennes ritualisées est, selon toutes les expériences que nous avons pu conduire, la plus efficace, comme nous l'avons vu fonctionner dans le groupe d'enseignants experts d'appui à notre équipe. Pour ce qui est de la durée des modules de compréhension, quand c'est possible, nous avons organisé le module sur 4 séances. C'est le cas pour 6 modules dans l'année. Pour les autres, nous avons déroulé le module sur 8 séances, car il serait impossible d'arriver à une bonne restitution orale du récit en 4 séances. Voilà, donc, dans les semaines où ça coince un peu, si on veut gagner un peu de temps, on peut éventuellement
occulter des parties écrites, puisque l'essentiel est travaillé à l'oral, l'essentiel des stratégies de compréhension et des mécanismes. Mais je crois qu'une fois bien en place, ça doit pouvoir fonctionner sur les 8 séances comme on vous le propose. Voilà. Alors, la question suivante, pourquoi la méthode ne propose pas de cahier d'écriture type fichier pour l'entraînement à l'écriture cursive? Alors ça, c'est une question à laquelle nous avons beaucoup réfléchi et on l'a retourné un peu dans tous les sens, mais nous sommes restés convaincus que ce n'était pas une bonne formule, le cahier d'écriture, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, l'inconvénient majeur d'un cahier d'écriture sous forme de fichier avec des modèles prêts à copier est principalement un manque de souplesse dans la mise en œuvre de la différenciation dans ce domaine. Les éléments de différenciation qu'un fichier unique ne permet pas, à l'inverse d'un cahier d'écriture que l'enseignant prépare chaque jour, sont le nombre d'unités à copier, la nature de ces unités, leur longueur, leur complexité, le lignage, largeur et couleur. Donc, un cahier d'écriture unique générerait beaucoup de gaspillage si on prévoit les niveaux de différenciation, car seulement un tiers serait utilisé par chaque élève, selon le niveau auquel il appartient au moment où il travaille dessus. Donc, de plus, le principe des groupes de besoins n'a pas vocation à figer l'élève pour toute l'année dans un même niveau, donc on a des allers-retours d'un niveau à l'autre qui s'opèrent. Et avec un fichier fixe, ça serait ingérable. Donc, quand même, pour aider les enseignants dans ce domaine de l'écriture, nous avons proposé un certain nombre d'accompagnements. Dans le guide pédagogique, page 47, figurent des conseils pour le choix du matériel et son adaptation évolutive en fonction de la progression individuelle des élèves. Page 40 du guide pédagogique, des exemples d'activités pour les tiroirs ou les ateliers d'autonomie que vous pouvez mettre en place. Et dans le pas à pas de la partie 4 du guide pédagogique, pour chaque séance, figure un tableau de modèles progressifs que l'enseignant peut utiliser, dans lequel il va pouvoir adapter ce qu'il propose à ses élèves presque individuellement en fonction de leur cheminement et de leur parcours. Et enfin, sur le site ressources en ligne, nous avons déposé des modèles de frise pour permettre de travailler les gestes graphiques, une grille d'évaluation des gestes d'écriture pour accompagner la différenciation, les modèles de lettres, les modèles d'écriture en script et en cursive, et des exercices complémentaires pour chaque séance. Donc voilà, nous avons décidé de garder ce choix-là pour toutes les raisons que j'ai évoquées ci-dessus. Voilà. La question suivante, oui, c'était une question. Est-ce que des albums seraient proposés pour les élèves lecteurs en lien avec les personnages de la méthode? Pardon. Donc, nous sommes heureux de pouvoir répondre oui à cette question. Donc, des adaptations, des lectures autonomes sont en cours d'élaboration sous forme d'album pour chaque niveau. Donc, 3 niveaux pour le carnaval pour la période 3, 3 niveaux pour la visite du château pour la période 4, et 3 niveaux pour l'anniversaire de la période 5. Donc ces albums reprennent sous forme d'histoires complètes illustrées les histoires qui ont été proposées dans les textes autonomes, selon les 3 niveaux, avec un certain nombre de péripéties nouvelles qui s'ajoutent et que les élèves pourront découvrir en les lisant de manière continue. Alors, des albums seront-ils proposés toujours dans la même question? Est-ce que pour 2023, nous proposerons également des prolongements avec une histoire inédite qui sera proposée avec nos 3 mêmes héros qui pourra donc venir agrémenter la bibliothèque en album à lire en accompagnement du travail de la semaine. Donc, dans le guide pédagogique, nous recommandons de mettre en place des ateliers autonomes. Donc, votre bibliothèque de classe est une des réponses à ces gestions des temps d'autonomie
mais aussi à la gestion de l'hétérogénéité des élèves. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons produit ces albums en 3 niveaux qui correspondent aux 3 niveaux de groupes de besoins que nous mettons en place tout au long de l'année dans la méthode. Donc, en plus des livres que vous avez dans votre bibliothèque, ces albums viendront permettre d'organiser les espaces de manière différenciée et progressive. Une série de questions ensuite sur y aura-t-il des évolutions ou des nouveautés, des prolongements proposés? Donc oui, pour commencer, nous avons bien entendu vos commentaires de début d'année sur la difficulté du rythme de démarrage, notamment pour les classes qui comportaient un grand nombre d'élèves en difficulté au plan de la phonologie ou de la maîtrise des compétences développées en maternelle. Et donc nous envisageons, parmi les évolutions de l'année prochaine, de mettre à votre disposition un kit de rentrée qui s'intitulerait La rentrée à mon rythme, à télécharger gratuitement sur le site ressources, et qui sera une proposition d'aménagement en parallèle pour ces classes qui comporteraient beaucoup d'élèves qui peineraient à rentrer dans le rythme qu'on vous propose. Donc ce kit de rentrée reprendrait la méthode avec un étalement de la première semaine actuelle sur les 2 premières semaines. Donc ça veut dire un réaménagement sur la période 1 de l'introduction des graphèmes sur les 8 semaines suivantes. Donc pour rattraper cette 2e semaine, on supprimerait deux items qui sont introduits en période 1, le UI et puis les lettres finales muettes, ce qui permettrait de rattraper la version standard de la méthode qui existe en période 2. Voilà, donc ce sera un kit téléchargeable gratuitement sur le site ressources et qui vous permettra de traiter la période 1 de manière un petit peu plus étalée et lente que ce que nous avons proposé initialement. Voilà. Et là, donc, je vais repasser la parole à Emmanuel pour d'autres nouveautés envisagées pour l'année prochaine et la suite en réponse à vos questions. Merci. Alors, je continue avec des questions, la suite de la liste de questions pratiques que vous avez posées. Donc, tout d'abord, dans le fichier d'exercice de code, le fichier à photocopier d'exercice de code, on nous demandait s'il pouvait y avoir des lignages CIS évolutifs et des lignes couleurs pour les interlignages de ces CIS. Alors, je pense que la personne qui a posé cette question a dû la poser en début d'année parce que sans s'apercevoir qu'effectivement, le lignage CIS était évolutif dans les périodes, puisqu'on passe d'un lignage de 3,5 mm à 2 mm en fin d'année, donc avec 2 étapes d'évolution de ce lignage. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, la personne qui a posé cette question, mais peut-être que vous êtes déjà arrivé à un des premiers changements qui est opéré. Après, concernant les lignes couleurs, ça c'est toujours la même question. On sait que la plupart d'entre vous faites la photocopie de ces fichiers à photocopier sur des imprimantes en noir et blanc. Et donc, pour que ça puisse ressortir au mieux, on n'a absolument mis aucune couleur sur ces 2 fichiers à photocopier, que ce soit le fichier d'exercice de code ou le fichier de lecture autonome, pour que la qualité en soit préservée à la photocopieuse. Que ce soit voilà, pour ceux qui ont des imprimantes couleur, évidemment, c'est dommage, mais on sait que la majorité d'entre vous est sur du noir et blanc. Alors, après, on avait une question par rapport aux audios. Donc, on a interprété cette question
Concernant les audios mis à disposition des élèves pour faire le travail en autonomie sur les exercices de code, donc ce sont les audios qui sont présents dans les ressources qu'on appelle ressources audio et vidéo de l'élève. Donc c'est un petit manuel numérique que les élèves utilisent sur tablette pour ceux qui en ont. Et ces audios sont également accessibles sur votre manuel numérique enseignant. C'est-à-dire que vous, à partir du moment où vous êtes adoptant de la méthode, vous avez droit à un accès à un manuel numérique enseignant gratuit. Et dans ce manuel numérique, vous avez un lien vers tous ces audios. Ces audios et ce manuel numérique, pardon, il est soit accessible en ligne, enfin consultable en ligne, ou bien il est téléchargeable. Donc vous pouvez le télécharger pour pouvoir l'avoir ensuite sur votre ordinateur en classe si vous n'avez pas de Wi-Fi. Donc, et vous pouvez avoir accès à tous ces audios et vidéos que l'élève aura sur sa tablette en amont pour bien préparer ce que vous allez leur donner en atelier. Après, la dernière petite question, c'était une demande d'avoir le sommaire actuel du manuel, la programmation annuelle qu'on a déterminée en version modifiable. Et effectivement, vu ce que dit Jean-Claude sur les vacances scolaires qui ne sont pas toujours au même moment dans les différentes zones, ça nous semble tout à fait judicieux, effectivement, de vous donner cette programmation sous format Word pour que vous puissiez l'adapter à votre rythme de vacances pour pouvoir modifier les leçons les séances qui doivent passer d'une période à une autre. Donc on vous la mettra sur le site ressources, comme toutes les autres sources, pour que vous puissiez en disposer à votre guise. Alors après, donc ça c'est plus les nouveautés, enfin les vraies nouveautés qu'on va sortir pour l'an prochain, concernant toujours 1, 2, 3 l'une CP. Donc, vous avez été nombreux à nous demander, et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire tout de suite la première année, mais vous avez été nombreux à nous demander que les fichiers à photocopier, que ce soit celui d'exercice de code ou celui de lecture autonome, soient vidéo projetables, pour pouvoir expliquer les consignes à vos élèves au tableau, en vidéo projetant, avant de les envoyer en atelier en autonomie, ce qui est tout à fait compréhensible comme besoin. Donc, on est en train de faire ces versions vidéo projetables et elles seront disponibles en fin d'été pour la rentrée de septembre. De la même façon, dans les fameuses ressources audio et vidéo de l'élève, que l'élève visionne sur sa tablette, il y a les mots des dictées qui sont évidemment accessibles pour qu'il puisse faire sa petite dictée en autonomie. Il y a eu une erreur au montage. Les mots de ces dictées sont dictés sans interruption, c'est-à-dire que l'élève était obligé d'entendre toute la dictée et de la repasser pour pouvoir l'écouter une deuxième fois en entier. Et donc, on va bien les saucissonner un par un pour avoir tous les mots accessibles un par un par l'élève. Donc ça, c'était une erreur qu'on va corriger. Et le dernier problème que vous avez soulevé, c'est le fait que les fichiers à photocopier ont des pages qui ne sont pas facilement détachables. Et pour le coup, là, c'est aussi une erreur, mais c'est une erreur de notre imprimeur. Et donc, on va refaire les fichiers avec des versions de feuilles détachables, comme tous les fichiers à photocopier, pour que vous puissiez les photocopier beaucoup plus facilement en automatique dans vos photocopieuses, et surtout pour que la feuille soit bien à plat quand elle passe sur l'imprimante, pour que tous les bords des feuilles ne soient pas un petit peu déformés. Donc ça, on a bien entendu et on s'y est attaché à tout ça. Et donc là, je vais reprendre un petit peu ce que disait Jean-Claude en vous détaillant les grosses nouveautés qui vont sortir cette année, donc pour 1, 2, 3 l'une CP. Donc les premières lectures. Donc vous voyez ici les 3 couvertures du récit Le Carnaval. Donc on a 3 petits albums pour le Carnaval Soleil, le Carnaval Étoile et le Carnaval Lune. Et comme disait Jean-Claude, ça reprend bien évidemment les histoires du manuel avec des péripéties supplémentaires. Et donc tous les élèves, quel que soit leur niveau, ils ont accès à la même histoire.
avec quelques péripéties un peu supplémentaires pour les niveaux étoiles et soleil, étoiles et lune, pardon. Mais ça permet aussi aux élèves qui ont déjà lu, mettons le niveau soleil, d'éventuellement avoir envie de progresser jusqu'au niveau étoile, voire lune, pour y découvrir les nouvelles péripéties, qui sont proposées dans ces 2 niveaux supplémentaires. Donc vous avez ça pour les 3 histoires, le carnaval, sortie au château et l'anniversaire. Et donc, comme c'est expliqué à côté, on a fait attention à proposer une mise en page vraiment spéciale pour faciliter le décodage, et donc aider la compréhension de l'élève. Donc, ce sont, par exemple, tous les outils qui sont mis en place dans le manuel, hein. C'est, les lettres muettes en gris, les corbeilles de syllabes pour le niveau soleil, pour les mots qui sont difficiles à déchiffrer. Et puis on a choisi une police, agréable à lire, parfaitement lisible, un interlettrage et des intermots et des interlignes qui sont aérés. On a choisi un fond neutre, pas trop blanc, juste un tout petit peu beige, et les lignes sont surlignées 1 ligne sur 2, pour permettre à l'élève de suivre vraiment là où il en est. Donc ça, c'est, pour, le carnaval. Ça pareil pour, sortie au château et l'anniversaire, bien évidemment, mais la taille des lettres, enfin la taille de la typo, diminue au fil de l'année, exactement comme dans le manuel. Voilà, donc ça, c'était les petits albums. Et on fait également, un gros projet cette année pour, vous permettre, d'enseigner encore mieux avec cette méthode. C'est, ce qu'on appelle une banque d'images en ligne. En fait, c'est un énorme moteur de recherche, par graphème ou par syllabe ou par thème lexical, et ce sont près de 1 000 mots, illustrés, de photographies qui vont vous permettre, d'être utilisés pendant 2 moments clés, de vos séances, soit pour l'apprentissage des graphèmes, soit pour les séances de lexique. Donc, l'apprentissage des graphèmes, vous voyez que vous pouvez, alors je ne sais pas si vous voyez, hein, parce que c'est des captures d'écran, mais c'est une recherche qu'on peut faire, par graphème ou par syllabe, avec une recherche croisée, si on veut rechercher plusieurs graphèmes en même temps ou plusieurs syllabes en même temps, qui permettent ensuite, de faire, une recherche dans notre moteur de, une douzaine d'images à chaque fois, puisqu'on va pas on fait une sélection, hein, pour pas en avoir 50 qui sortent à chaque fois. Des images avec les mots, les plus fréquents, les plus, utilisés par, les enseignants, que vous pouvez ensuite, soit faire défiler, sur un petit carrousel tournant, soit imprimer, ou simplement télécharger pour les vidéos projetées. Pour, toutes les séances de lexique ou même pour les séances, de découverte du monde, vous avez toute la partie en jaune, la partie enrichissement du lexique, où là, vous avez des thématiques qui ont été choisies pour répondre, aux histoires, enfin aux albums, fréquemment, lus, racontés dans les classes, étudiés en compréhension, et puis pour répondre aux thèmes de découverte du monde justement, et d'éducation morale et civique, comme les valeurs républicaines par exemple. Donc ça, c'est notre grosse banque d'images. Qui va sortir. Vous allez avoir une démonstration qui va être en ligne, fin février, début mars, et ensuite, elle sera, à l'achat, à la fin de l'année, vers le mois de juin. Voilà. Donc, en guise de conclusion et de remerciement, je voulais vous rappeler, qu'on avait trouvé à la création de cette page Facebook, était vraiment une très bonne idée, très riche, et qu'on vous invite à continuer à la faire vivre, et on vous répondra de façon aussi rapide qu'on a pu le faire ces quelques mois, parce qu'on trouvait ces échanges vraiment intéressants. Et puis je voulais vous rappeler notre trésor, c'est-à-dire le site ressource de la collection. Jean-Claude y a fait référence plusieurs fois. Il contient énormément de ressources, et comme je vous disais, par exemple, on va continuer à l'alimenter avec la progression téléchargeable et modifiable. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour de temps en temps pour voir tout ce qu'on peut y ajouter. Voilà. Alors,
Et il nous reste entre un quart d'heure et 20 minutes, donc c'est parfait. Pour la partie d'échange qu'on a prévue avec vous sur des questions soit nouvelles, soit qui sont venues depuis qu'on a pris la parole. Donc, vous avez normalement dans l'interface de Teams un petit bouton pour lever la main. Donc, ceux qui veulent prendre la parole pour commenter ou poser des questions, vous pouvez lever la main et Virginie va vous donner la parole, là. Alors déjà, on a une question qui a été posée, dans l'outil, par écrit, une question sur l'affluence. Selon vous, quel est le nombre de mots que doivent lire les élèves en fonction des 3 niveaux? Et ce, en milieu de CP, puis en fin de CP? Ah oui, bah ça, on y a répondu, ça, on l'a mis dans le GP, D'accord. je crois, mais je laisse Jean-Claude répondre plus précisément. Est-ce que Jean-Claude est là? Tu Si vous pouvez remettre votre micro, Jean-Claude, vous l'avez coupé. Excusez-moi. Voilà. Oui, je disais, dans le guide pédagogique, page 62, sur le paragraphe sur l'affluence, on avait indiqué hein, qu'on pouvait commencer à aborder l'entraînement à l'affluence à partir de 20 mots par minute, à partir du moment où les élèves sont capables d'arriver à déchiffrer 20 mots par minute. Et en fin de CP, ce qu'on vise en score moyen, c'est 50 mots par minute. Voilà. Donc ça, c'est les bornes standards. Après, en fonction des groupes de besoins, ça va progresser à des rythmes différents. Mais ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution des élèves et de voir qu'ils progressent dans la maîtrise de l'affluence. Voilà. Bon, mais la cible, voilà, la borne visée, c'est environ 50 mots par minute en fin de CP. Alors, je me permets d'ajouter un petit truc, Jean-Claude, parce que tu as fait souvent allusion au guide pédagogique pendant ta présentation, et puis là, Oui. on voit à nouveau que c'est important de pouvoir consulter ce support. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas acheté le guide pédagogique, Ah oui. je rappelle qu'il est gratuitement téléchargeable sur le site ressources, hein, donc toujours ce fameux trésor. Voilà. Donc, vous pouvez l'imprimer ou le consulter ou l'imprimer en partie à partir du site ressources. Et effectivement, c'est une mine d'informations très importante. Alors, on comprend bien que la première année, quand vous Oui, commencez à mettre en place la méthode, vous n'avez pas forcément le temps de tout lire et de tout fouiller, mais peut-être que d'ici quelque temps, vous pourrez vous plonger dans ce guide pédagogique. bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-nous tout. Nous sommes là, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Vous pouvez utiliser le petit outil pour lever la main et je vous donnerai la parole à ce moment-là. Audrey, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ou pas? Audrey, oui. C'était concernant une nouveauté, pas en CP, mais plutôt en CE1. Est-ce que vous avez envisagé la même méthode chez les CE1? Alors, on va pas encore faire trop de teasing, mais oui, on est en train de réfléchir. Bien sûr. Bien Pour sûr, l'année parce que prochaine, je comprends bien que la méthode par atelier est également intéressante pour les CE1, bien évidemment, oui, oui, on est en train de travailler. ça serait prévu pour l'année prochaine ou pour plus tard, selon vous? Ça dépend de beaucoup de facteurs, donc je peux pas encore vous dire tout de suite. Ok, Désolée. Désolée, mais c'est dans les tuyaux, ça c'est certain. d'accord, super. Vous avez un double niveau peut-être et vous avez besoin de... Oui, oui, j'ai un double niveau CP-CE1. Bon, cette année, j'ai très peu de CP. Et j'ai 17 CE1 à côté. D'accord. D'accord, d'accord. Merci Audrey pour votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions, tous? Ou si ce n'est pas des questions, est-ce que vous avez des témoignages à apporter sur le... Enfin, on a vu sur la page Facebook que certains d'entre vous disaient que ils étaient ravis d'avoir découvert comment, à date donnée par rapport à d'autres années, leur classe avait bien avancé et ils étaient...
certains d'entre vous ont témoigné leur gratitude vis-à-vis de cette méthode. Et donc, vu qu'on a nos auteurs sous la main, si vous voulez continuer en direct, n'hésitez pas à nous faire des témoignages sur votre utilisation à l'heure actuelle de la méthode. Oui, Lydie. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, alors la méthode fonctionne très bien pour la moitié de ma classe, un peu plus. Par contre, le fossé se creuse énormément avec des élèves à besoins particuliers. Et là, je suis obligée de reprendre carrément la méthode depuis le début. Donc, c'est un peu compliqué à mener de front. Est-ce que vous auriez des solutions? Quand vous parlez d'élèves à besoins particuliers, c'est quel type de besoin? Alors, j'ai un élève, par exemple, qui ne mémorise pas le nom des lettres, donc qui n'arrive pas à combiner. Bon, je pense qu'il a sûrement un trouble 10 quelque chose, mais comme on ne peut pas évoquer le mot en CP, donc plus des élèves qui ne parlent pas français, donc qui, au niveau du lexique, sont très en difficulté. C'est une classe très hétérogène, donc là, j'ai vraiment, c'est vrai que 5 ou 6 élèves qui ont progressé en lecture, mais de façon phénoménale, et les autres qui sont vraiment en grosse difficulté. Donc qui ne peuvent même pas entrer dans le niveau soleil. Alors, je vais laisser Jean-Claude vous répondre, mais pour le problème de lexique et de compréhension des mots en français, là, pour le coup, notre super outil de moteur de recherche va beaucoup vous aider parce que ça peut tout à fait servir pour illustrer des mots de compréhension de tous les jours. Il y a notamment un thème sur la classe, la vie dans la classe, la vie dans la famille, où là, vous avez vraiment le vocabulaire de tous les jours. Donc ça va pouvoir être intéressant aussi pour vous pour ça. Mais pour le problème de combinatoire, je vais laisser Jean-Claude. Audrey, tu voudrais peut-être répondre un peu pour changer ou tu veux que je réponde? Peu importe, comme vous voulez. Non, Audrey, Ah, Notre Audrey. Pardon. On est plein d'Audrey. Non, mais vas-y, je te laisse continuer. Après, c'est vrai que pour ces élèves, il y a un certain nombre effectivement d'élèves où il va falloir différencier encore davantage que ce qu'on a prévu en fait. Voilà. Je passais la parole à Audrey parce qu'elle a beaucoup travaillé pour alimenter dans les ressources complémentaires des exercices spécifiques, surtout en début d'année, pour des élèves qui ont des difficultés en phonologie ou choses comme ça. Et on a mis un certain nombre d'outils pour permettre de reprendre bien en amont du niveau attendu pour démarrer la méthode. Et accompagner dans des activités pédagogiques complémentaires ou des exercices complémentaires. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a vraiment un très gros écart avec des élèves en gros besoin, on est obligé d'adapter encore plus et au-delà. Mais c'est vrai que vous avez vu la densité des documents que nous avons produits pour mettre en place cette méthode. C'est vrai que si on va trop loin dans la différenciation, je dirais presque spécialisée, là, ça devient difficile dans un support complet. Donc, c'est pour ça qu'on a mis dans le site ressources des activités complémentaires qui permettent de revenir en amont de ce qu'on propose. Voilà, mais ça implique effectivement que ce soit vous qui repreniez la réorganisation de ces activités périphériques ou complémentaires. D'accord, merci. C'est ce que j'essaie de faire. Oui, je pense bien. Non, mais on comprend votre difficulté. Hein. C'est sûr que c'est une vraie problématique. Quoi. Mais après, c'est de la réponse individuelle. C'est plus de la réponse globale. Bien sûr. Qu'on peut faire. Merci. Et est-ce que l'autre Audrey, peut-être, oui. qui est enseignante, avait peut-être des idées, puisque vous aviez... Elle avait levé la main. Oui. Voilà, Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris tout à l'heure. Oui, donc moi j'ai 7 élèves en CP, enfin dont un qui est en CE1 mais que je décloisonne en CP. Pour cet élève décloisonné qui est MDPH, justement, qui était très en difficulté, l'année dernière, j'ai dû repartir sur une méthode beaucoup plus simple, limite travail de grande section.
Et cette année, il commence à lire. Bon, il est toujours sur le niveau faible, mais il commence vraiment à lire et à comprendre ce qu'il lit. Alors, les mots, ça va être plus simple, les phrases un peu plus complexes, mais on voit qu'il y a beaucoup de progrès avec cette lecture et j'en suis vraiment contente pour lui. À côté de ça, j'ai un élève qui est à la fois TDAH et qui, je pense, a un trouble cognitif assez sévère au vu des bilans qui ont été faits. Et lui, je sais que je ne pourrais pas aller au-delà de même le début d'année, en fait, même si je reprends, je sais très bien que je ne pourrais pas aller au-delà. Donc, c'est très compliqué. Donc, après, par contre, les autres sont en grand progrès. Je suis vraiment contente. Eux aussi, ils sont très contents de ce qu'ils font. Enfin, cette méthode est vraiment très bien pensée. Enfin, moi, j'ai vraiment aucun souci sur la méthode. Et après, j'essaie d'adapter. Quand je me pose des questions, voilà, j'essaie d'adapter et de voir comment je pourrais faire autrement. Super. Merci pour vos Oui, témoignages. donc, oui, merci pour votre témoignage et votre appréciation. Simplement par rapport à ça, c'est vrai que j'aurais pu le dire en complément dans mon commentaire précédent. C'est un peu ce qui a motivé notre organisation des ateliers en groupe de besoins, avec systématiquement, avant que les élèves soient placés sur des exercices, que ce soit en autonomie ou même collectif, il y a un temps de travail dans chaque groupe de besoins avec l'enseignant à l'oral. Et là, c'est vraiment le moment privilégié qui va vous permettre d'accompagner individuellement tous ces élèves, effectivement, qui sont en marge. Et même s'ils n'accèdent pas à l'intégralité de l'atelier que vous êtes en train de conduire, de pouvoir revenir en direct avec eux sur des choses un petit peu plus en amont, quoi. Donc c'est pour ça que la plupart des ateliers, il y a 30 minutes ou 20 minutes pour le groupe Soleil, quand il y en a 10 pour les deux autres groupes. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de privilégier, c'est la quantité de temps passé par l'enseignant avec un petit groupe d'élèves les plus en besoin. Voilà, c'est la réponse qu'on a essayé d'apporter, quoi. Et vous dites que vos élèves sont heureux, contents. Est-ce qu'ils s'approprient les petits personnages ou qu'est-ce qui les motive le plus dans la méthode de lecture? Juste le fait d'y arriver? Comment ça se manifeste chez eux? Oui, c'est le fait d'y arriver, de comprendre, de lire encore plus. Ils prennent d'eux-mêmes en fait leur texte autonome parce que moi je le distribue en début de semaine pour qu'ils le lisent, le relisent et avant de travailler sur les questions de compréhension. Et ils ont du coup pas mal de temps en autonomie puisque je suis beaucoup avec les CE1 aussi. Le double niveau permet de l'autonomie, même si c'est un petit peu compliqué sur ce double niveau-là, de les laisser trop en autonomie. Mais ils apprécient les petits personnages, les 3 petits personnages. Ils sont affichés dans la classe, ils les ont bien repérés, même leur nom qui est pas très compliqué. Même Chouchou qui était le plus compliqué à repérer parce que plus long, ils l'ont bien repéré. Et ensuite, quand on ouvre le manuel de lecture, ils sont super contents de l'ouvrir et de lire. Et les parents me disent la même chose. Super. Bon, je mets par contre de côté mon élève un petit peu compliqué. Et est-ce que vous savez si à la maison, les parents utilisent les QR codes pour faire lire les enfants ou même sur que ce soit sur les lectures de syllabes du soir ou bien sur les lectures de fin de semaine, là Alors, moi, j'ai une élève qui les utilise pas mal parce qu'en début d'année, à la rentrée, à la réunion de rentrée, je l'ai explicité. Je l'ai montré également aux enfants au sein de la classe, mais j'ai qu'une élève sur les 7 qui l'utilise. Pas parce qu'il y a un manque de moyens, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas le truc de prendre les QR codes. Après, du coup, ils lisent directement à la maison puisque c'est des activités qui sont faites à l'école avant d'être envoyées à la maison. Oui, bien sûr. Donc, elles sont bien préparées et les enfants y arrivent plutôt aisément le soir à la maison. D'accord. Et est-ce que vous les avez équipés aussi du carnet d'apprenti lecteur pour les séances de compréhension? Non, parce que je fais la lecture en lien avec les CE1 et en fonction de mes projets. Donc là, par exemple, on est sur la mythologie grecque. Ah bah dis donc, c'est intéressant.
Très bien. Et est-ce qu'il y aurait Mais quelque j'ai des élèves assez... alors même s'il y a des niveaux sociaux un peu... c'est assez équilibré, j'ai des élèves très intéressés par un peu tout. Donc, voilà. C'est vraiment très, très... On peut partir sur n'importe quel sujet, on les motive. Là, par exemple, sur toute l'année, le projet, c'est Narnia. Et donc, on est en train de lire Narnia. Ah bah, c'est agréable, non? Voilà. Et est-ce que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en aurait qui pourraient, qui ont équipé les élèves avec le carnet d'apprenti lecteur et qui auraient des choses à nous dire pour améliorer notre réflexion là-dessus, ou pas? Il nous reste 1 minute sur le temps. Ou peut-être Virginie, tu as des choses à dire sur cette minute qui reste? On a une intervention de Lydie. D'accord. Oui. Oui. Oui, alors déjà, la première remarque, c'est concernant les QR codes. Donc, je rejoins la collègue qui dit que les QR codes sont peu utilisés, alors que je les ai présentés aussi en réunion de rentrée, D'accord. que j'ai remis à chaque fois la page qui actualisait les QR codes. Certains enfants me disent que ça ne fonctionne pas à la maison. Alors, je remets dans les devoirs pour mes enfants, mes élèves en difficulté, je mets lire ou écouter, CF, le QR code, mais ça n'a pas l'air de trop motiver les parents. Alors, je suis enseignante en REP+, je ne sais pas si ça explique quelque chose, mais c'est dommage. Par contre, concernant le carnet de lecteur, alors oui, effectivement, j'ai équipé ma classe et j'utilise le QR code pour faire écouter les histoires en classe. Et là, mes élèves adorent ça, parce que je ne suis pas très douée pour raconter des histoires. Alors là, on est en train d'écouter Où est-il le loup? Alors, ils adorent cette histoire, ils la mémorisent très vite, en plus, je l'ai donné à apprendre par cœur. Et ça fonctionne bien. Par contre, concernant la compréhension, je n'arrive pas à l'expliquer de façon aussi explicite que ce que je faisais avec Naramus, par exemple, l'année dernière. Les stratégies, j'arrive moins à les mettre en place cette année. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être vous aviez aussi de nombreuses années d'expérience sur Naramus, peut-être que ça va venir. Oui, c'est ça. Et j'utilisais aussi le support auditeur-auditrix, donc là, je trouvais que c'était très bien expliqué. On cherche les personnages, ensuite les lieux. Et là, du coup, je trouve que les différentes stratégies, quelquefois, sont mêlées et j'arrive pas trop à me les approprier, en fait. Mais Vous travaillez avec le guide pédagogique pour préparer? Oui. Mais effectivement, il est très dense, hein, donc ça nécessite plusieurs relectures pour pouvoir s'approprier tous les outils. Mais c'est une méthode que je lâcherai pour rien au monde et je vais avoir sûrement des semaines l'année prochaine et je regretterai si elle n'existe pas l'année prochaine. Pas tout de suite, ouais. Merci en tout cas à vous. Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des partages? Bon, alors on arrive à la fin de notre rendez-vous. Merci à tous d'être venus et c'était vraiment très, très riche et je vais donc mettre à disposition notre échange en replay et je vous le posterai sur la page Facebook. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir et Au revoir. bon après-midi à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.